Aujourd'hui, à Demain l'agriculture, on est au Jardin de l'Écoumène pour rencontrer Jean-François, qui est artisan semencier biologique, permaculteur et pépiniériste. On a hâte de voir ça. Bien, je peux me présenter aussi brièvement. En fait, moi, j'ai eu un coup de téléphone en 2014 en me disant « Hey, il y aurait une terre à vendre à Saint-Damien. » OK. Et puis, parce que j'habitais à l'époque Charlemagne, j'avais 13 000 pieds carrés de terrain. En 3 ans, il restait juste 10 par 10 de gazon. Puis, je voyais pas la possibilité d'acheter mes voisins. Alors, parce que j'étais un peu comme hyperactif. Alors, donc, ça a attiré mon attention, je suis venu voir. Dans un premier temps, il était un peu trop tôt en saison, ça me disait pas grand-chose, je veux juste passer sur la route, puis je voyais pas trop d'intérêt. Mais en cours de route, le hasard a fait que, à la librairie, j'ai acheté le premier livre de Bill Mollison sur la permaculture. Ça a fait comme « wow ». Alors donc, quand je suis revenu ici, j'ai fait un peu le même trajet que vous. Je suis rentré exactement au même endroit parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, le lieu a été occupé pendant 3 générations d'agriculteurs. Donc, c'est pas étonnant. Des fois, on circule en forêt, il y a des gros tas de pierres, il y a un travail de sol puis d'aménagement, en fait, de fermes conventionnelles, c'est-à-dire les poules, les cochons, les vaches. Mais avec l'industrialisation de l'agriculture et n'ayant pas de relève, la terre était à vendre, bien entendu. Lorsque j'ai franchi l'espace en entrant, j'ai fait comme « Yes! » C'est ici qu'on s'installe. Alors donc, et la permaculture devenait à ce moment-là notre source d'inspiration. J'ai une formation en aménagement paysager, en foresterie, en conservation de la faune et en horticulture maraîchère écologique. Donc, bon, 4 DEP, là, en fait, c'est parce que... Bref, j'étais un manuel avant tout. Ben en fait, tout ça, pour moi, prenait un certain sens avec la permaculture. Donc, je vais faire un lien avec ce que tu disais tantôt. C'est que souvent, puis ce que j'observe, c'est que souvent, j'entends des gens dire « Ben moi, j'ai aucun lien avec l'agriculture, mais bon, je fais telle affaire. » Ben j'aimerais ça qu'à la fin de votre fin de semaine, vous changiez votre perception. Parce que l'agriculture, en fait, c'est, oui, fondamental, essentiel. J'oserais dire qu'au Québec, à cause de la politique, puis je vais vous faire grâce de mes idées politiques en ce moment, on verra peut-être ce soir. Mais l'agriculture, pour moi, ça correspond à un certain groupe d'individus, un certain milieu corporatif, puis on les nommera pas. Mais en tant qu'individu, on aurait avantage, en fait, à réfléchir plus en termes de permaculture, parce que c'est ce qui a influencé le développement des Jardins de l'Écoumène. Ce qui caractérise la permaculture avant tout, c'est l'éthique que les fondateurs ont donnée, c'est-à-dire prendre soin de la terre, prendre soin des gens et le commerce équitable. Donc, avant tout, puis j'ose le dire et le répéter, c'est une démarche intrinsèque, là. Je veux dire, il n'y a pas de carte de membre, il n'y a pas de gourou. Si jamais il y a des gourous en permaculture, dites-moi-le.
On ira le torturer un petit peu parce que moi, je pense que c'est une démarche qui est gratuite. C'est une démarche, en fait, qui vient de nous en tant qu'individus dans la volonté, en fait, de produire, de pouvoir conserver l'énergie, de pouvoir aussi participer, en fait, avec la nature à nos besoins de base. Donc, pourquoi la permaculture plutôt que l'agriculture? C'est que justement, si on revient aux éléments d'éthique de la permaculture, prendre soin de la terre, des gens et le commerce équitable, c'est sûr que vous êtes tous liés, que vous soyez dans n'importe quel domaine. Le social, c'est bien ça? Alors, prendre soin de la terre, prendre soin des gens, c'est ça la dimension sociale. Donc oui, tu as un lien avec la permaculture. Puis, dans les grands domaines, en fait, qui composent la permaculture, le soin à la nature, l'éducation, la santé, la gouvernance, la technologie, chacun peut trouver sa place en permaculture. La permaculture, avant tout, c'est un design. C'est une façon d'organiser l'espace et le temps. Alors, un designer a aussi une source d'inspiration à aller chercher. Quelqu'un qui se préoccupe de la santé des gens par l'herboristerie, par une saine alimentation, bien, dans le soin à la nature, en permaculture, on l'aborde. Puis notre vision, en fait, de la permaculture, c'est une permaculture qui accepte, en fait, tous et chacun en tant que espèces humaines vivant sur cette planète. Donc, il n'y a pas de race particulièrement, si on veut, spécifique pour pratiquer la permaculture. Il y a le sexe non plus, l'âge. Indépendamment, en fait, de tous les statuts sociaux qu'on peut avoir, on peut faire de la permaculture. Puis lorsqu'on s'inscrit dans une démarche comme celle-là, bien, c'est une démarche qui est purement humaine, mais purement naturelle aussi, où la nature devient cette source d'inspiration-là. Quand on a franchi ici le seuil de la forêt, oui, c'était défriché parce que ce que vous devez savoir pour les géologues, hein, les géologues aiment bien tout savoir. Ici, c'est un esquerre, en fait, qui a passé quand le glacier a fondu il y a 10 000 ans, puis il a laissé vraiment un fond de sable. Donc, on a un loam sableux, puis en périphérie du champ, là, c'est de la roche. De la roche, puis de la roche. En voulez-vous de la roche? Il y a de la roche. Alors, ceci étant dit, 99, on a construit notre premier bâtiment qui est devenu la résidence de mon père. Maintenant, on est en train de transformer ça en un gîte, en fait, et ça s'appelle le gîte. Donc, si on vous parle du gîte, alors c'est dans ce bâtiment-là que ça va se dérouler. On a une boutique, on a des chambres pour nos stagiaires, des employés, on a la cuisine. En 2006, on a construit notre maison, puis on est venu s'établir à temps plein. Et puis, c'est depuis 2001, par contre, qu'on avait débuté nos activités de production de semences. Donc, avant tout, on est semencier. Vous allez voir, les jardins ont cette particularité-là d'être organisés, structurés pour produire les semences. Et bon an, mal an, ben, moi puis Guylaine, on s'est rencontrés à la pépinière de la ville de Montréal. Alors, donc, on trouvait ça bien cute, oui, à la pépinière, de renouer, en fait, avec... Oui, exactement. Non, ben en fait, elle était à Terrebonne avant. Ah, okay. C'est ça. Fait que j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en pépinière. Donc, on a ici aussi également des activités de pépinière. Donc, le printemps, les gens viennent s'approvisionner en plantes potagères, mais en arbres et en arbustes, arbres fruitiers, tout ça. Parce que un truc qui nous passionne avant tout, aujourd'hui, ça ne fera pas partie de la thématique, mais il faut quand même que je vous en parle, c'est qu'on est en train d'aménager une forêt nourricière. Donc, on a 2 techniciens, vous allez peut-être les croiser aujourd'hui, justement, qui sont en train de faire des relevés. C'est des gens qui travaillent pour Bioptère. Et puis, on est en train là, de créer, puis d'expérimenter avant tout, un concept de forêt nourricière. Bon, si jamais il y en a qui avaient quelques petites questions, vous viendrez me voir. Là, dans le 5 à 7, là, on peut jaser de forêt nourricière. Bref, une des caractéristiques à ce moment-là, l'inspiration, c'était l'expérimentation ou même, j'oserais dire, l'exploration solaire. Comme vous pouvez voir, on a pendant 10 ans de temps produit nous-mêmes l'énergie pour faire fonctionner nos infrastructures. Il y a 2 ans, on a fait le choix de se raccorder quand même à Hydro-Québec, étant donné que la technologie des accumulateurs des batteries, c'est comme le nerf de la guerre, là. Tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Donc, oui, en permaculture, hein, on aborde l'habitation, les énergies, tout ça, hein, c'est vaste. Fait que même si, des fois, on est ingénieur puis on a l'impression qu'on ne fait pas partie, en fait, de ce grand cheminement-là, oui, les technologies en font partie. Donc, les énergies renouvelables, on expérimente ça depuis 99.
Donc, on est encore sous solaire actuellement. Si on ouvre l'interrupteur, la lumière va fonctionner à partir des énergies renouvelables. Ça vous va? Alors, un autre petit truc qui me passionne aussi. Sinon, ici, on est dans la pépinière comme telle et on a la serre de vente pour le printemps. Puis là, si vous avez été un petit peu curieux, vous avez regardé à l'intérieur, vous avez pu constater qu'il y a des plantes qui sont en train de sécher. C'est maintenant rendu un séchoir pour la production de semences avec les équipements qu'on utilise pour faire l'extraction puis le nettoyage de ces semences-là. Sinon, on a ici à côté, à la pépinière, une collection de plantes herbacées qui principalement ont comme caractéristique d'être vivaces. Alors donc en permaculture, on souhaite introduire le plus de vivaces possible qui ont toutes sortes de fonctions, soit mellifères, nectarifères, comestibles, médicinales, etc. Ça vous va? Alors, on continue la visite. On a la salle de lavage qui est ici pour lorsqu'on fait de l'extraction, du nettoyage de plantes plus humides. Donc, les cuisiniers auront sûrement affaire à aller là pour chercher quelques denrées. Sinon, on a la serre de production qui sert de lieu, en fait, de propagation. C'est un endroit, en fait, où on parle d'eau semis, où on multiplie, en fait, les végétaux. Tous ces lieux-là, bien entendu, sont accessibles. Alors, vous pouvez circuler, venir voir, là, dans le courant de la journée, tout ça. De ce côté-ci, c'est la pépinière des arbustes. On peut faire le tour, en fait. On va revenir par l'autre bord. La pépinière, en fait, elle a deux vocations. Elle en a une première, celle d'approvisionner les jardiniers ou les permaculteurs en processus de création de forêts nourricières. Donc, l'ensemble des arbustes que vous voyez ici ont cet intérêt culinaire pour récolter des petits fruits. Donc, ribes, vigne, amélanchier, aronia, sureau, pour nommer que ceux-là. Et aussi comme fonction d'approvisionner les jardins de l'Écoumène et d'expérimenter aussi les variétés qui ont cet intérêt-là. Bref, nous, on a un inconvénient, je vous dirais, en termes climatiques. Hein. Comparativement à Montréal, on est en zone 3B. Montréal, c'est 6. Donc, ça se traduit par facilement 2 à 3 semaines au printemps, puis 2 à 3 semaines à l'automne d'un climat, en fait, moins propice à la croissance des plantes. OK? Donc, on les teste, on les essaie, puis on voit s'ils ont du potentiel. Bref, un peu de tout. Si jamais il y en a qui sont intéressés d'en ramener, effectivement, la pépinière sera ouverte pour vous. Et puis, on pourra regarder, là. Je sais bien qu'Olivier avait peut-être pas prévu ça là, dans le transport de retour, mais si des fois il y en a qui tombent en amour avec, je sais pas moi, un bleuet, parce que vous avez le droit, vous savez. On continue, on va faire le tour, puis on va revenir à notre point de départ pour le dîner. Ça, vous allez voir, les géotextiles, c'est ce qui permet en fait de rentabiliser une partie de la production, là, parce que si on n'utilisait pas de géotextile, on serait envahi par les mauvaises herbes. Oui. Donc, ces géotextiles-là ont été conçus au départ pour la pépinière. Donc, c'est pour ça qu'il y a des lignes à toutes les 12 pouces. Ça sert principalement là, justement à structurer les aires de production. Maintenant, on les utilise dans les jardins. Vous allez voir, certains endroits, vous allez peut-être être déçus. Puis c'est normal. Moi aussi, ça m'a pris du temps avant d'accepter de mettre des géotextiles dans mes jardins parce que je trouvais ça laid. Mais le contexte économique fait qu'on ne pourrait pas, en fait, se permettre de payer des désherbeurs, effectivement. Moi, je les appelle les brouteurs, là, mais ça ne serait pas réaliste d'envisager ça. Alors donc, c'est pas parfait, mais bon.
On a un système d'irrigation qui est très, très diversifié. On fait du goutte à goutte, on fait de l'aspersion, puis aussi des gicleurs. En tout cas, bref, il y a toutes sortes de techniques qu'on utilise. Cette année particulièrement, j'étais content de dire à mon comptable, hein, tu vois, ça valait la peine d'investir dans l'irrigation parce que ça a été une année plutôt sèche et beaucoup de producteurs ont éprouvé beaucoup de la difficulté là, tu sais, vous en avez peut-être vu, là, on en voit des fois dans les réseaux qui sont découragés de voir que la croissance n'est pas là à cause justement de cette sécheresse-là. Bref, l'irrigation, elle vient d'un bassin. C'est un bassin naturel, en fait, là, qui provient de l'eau carrément de la montagne, puis d'un lac de tête. C'est un eau qui est très humique. Hein? On se rentre les pieds dans l'eau, on en a, mettons, aux genoux, puis on ne se voit pas les orteils. Donc, c'est une eau qui est intéressante là, pour les acides humiques, pour favoriser des sols en santé, des sols vivants. On pourra en reparler un petit peu plus tard. Je voulais juste que vous voyiez un peu aussi à l'intérieur nos installations. Là, on était, dans le fond, on a fait nos premières récoltes de navets. Ils sont en train de sécher. On a ici, près de nous, les épinards. On en est à notre deuxième récolte d'épinards. Et puis, on a tout simplement un petit poste de travail pour en faire l'extraction. Le moment venu, lorsque les tiges seront suffisamment sèches. Ça va? On a aussi les arbres fruitiers, bien entendu, pommiers, poiriers, pruniers. Avant tout, ce qu'on recherche, c'est des arbres rustiques. Puis on les essaye effectivement, on les implante dans le jardin, on voit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. On fait aussi d'essais de toutes sortes de plantes comme le pois de terre, la piosse aussi qu'on va voir à l'autre côté, la jacinthe d'eau. Donc on aime bien l'ethnobotanique, c'est-à-dire une botanique liée à l'usage des ethnies. Donc les Amérindiens qui occupaient le territoire avant nous avaient découvert, apprivoisé beaucoup de plantes comestibles que maintenant on a oublié, qu'on n'utilise plus. Nous, ben, on essaie de les réintroduire puis de voir s'il n'y aurait pas un potentiel intéressant là, à redécouvrir ces aliments-là. Alors, arbres fruitiers et toutes sortes d'expériences. Je vous l'ai peut-être pas dit ou je l'ai peut-être dit, je ne sais plus parce que là, ça fait quand même pas mal de trucs que je vous raconte. Mais avant tout, les jardins des Coumènes, il faut voir ça comme un laboratoire. Un laboratoire de permaculture, un laboratoire de production, un lieu de vie. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est pour ça que je suis fier de vous accueillir parce qu'il y a aussi cette dimension sociale-là qui est importante. Donc, on continue. Alors, la gestion des composts, je dirais que c'est une des choses les plus importantes lorsqu'on s'intéresse à l'horticulture, au jardinage, de comprendre en fait l'évolution de la matière organique. Donc, peut-être qu'il y en a, ils vont dire « Ouais, c'est loin un peu dans ma mémoire », mais à l'école, on nous apprenait qu'il y avait deux substances ou particules en fait importantes là, pour la vie. En fait, c'est le carbone et l'azote. Alors donc, vous devez comprendre en fait qu'est-ce que le rapport carbone-azote. Une fois que vous comprenez ça, ben vous êtes de très bons jardiniers. Ça vous permet en fait de recycler les matières végétales, en faire des composts, puis ultimement pouvoir nourrir les plantes à partir de la décomposition de ces matières organiques-là. Donc, rapport carbone-azote à ne pas oublier. Dans un jargon plus simplifié, des fois on parle de matière sèche, matière humide ou matière brune ou matière verte, mais ultimement c'est le rapport carbone-azote. Donc ici on en a un autre tas qui attend patiemment parce que la mauvaise herbe aime bien ça, le beau compost. Après ça, dans notre premier tour de visite, ben il y a les chevaux. S'il y en a qui sont amateurs, là, il y a Chexy et Honeymoon là, qui doivent être en train de manger à quelque part dans le package. Sinon, on a aussi un projet qui est en développement, celui d'introduire des animaux. Bon, les véganes, on pourra s'en discuter dans le 5 à 7. Là. Moi, j'aime bien la bouffe végétarienne, mais je trouve que
animaux ont des rôles et des fonctions intéressantes dans une approche de ferme vivrière ou d'autonomie sur une ferme. La production animale n'est pas inintéressante. Donc, avant tout, ce qu'il faut s'assurer, c'est de donner des conditions de vie acceptables pour ces animaux-là. Puis là, il faut relativiser les choses. Là. Ça ne veut pas dire de les rentrer dans notre maison puis lui donner un bain à tous les soirs. Ça prend un équilibre dans toute chose. Alors donc, quelles sont ces conditions acceptables-là pour nous? C'est un endroit sécuritaire, donc les prédateurs auront difficilement accès. Un endroit diversifié, suffisamment d'espace. Là, ben écoute, il n'y a rien. Hein? Aujourd'hui, on les a toutes mangées. Non, mais il y a des poules. Cette année, on a des poules, mais le lieu est en train de se développer. C'est un projet qui n'est pas complété. On est en train d'introduire des kiwis. On a quelques kiwis qui poussent sur la structure. Éventuellement, on en voudrait à la grandeur. On a introduit aussi dans le fond de l'igname, qui est une plante tropicale qu'on a plantée, imaginez-vous, il y a 2 ans. Puis, curieusement, l'année passée, elle n'a pas poussé. Fait qu'on s'est dit, bah, l'igname. Puis, je m'apprêtais à aller mettre du houblon vu que l'igname ne poussait pas. Puis, à mon grand étonnement, 2 ans plus tard, elle pousse. Bon. Alors, donc, on va trouver une autre place pour le houblon. Alors, donc, on a designé un espace, une structure, mais on n'a pas encore défini comment tout ça, ça va s'organiser. On attend de trouver ou que quelqu'un trouve le lieu, un passionné, en fait, justement, du bien-être animal, mais qui, dans le but, justement, de produire, faire des produits à base d'aliments. Bref, ça n'a pas été occupé par de nombreux animaux. L'année passée, on avait de la dinde. J'ai bien aimé les dindes. C'est drôle, une dinde, c'est curieux, first, puis ça grossit vite. Donc, le ratio, ce que tu lui donnes versus ce qu'elle t'apporte, c'est franchement intéressant. Puis, en plus, c'est indigène. Donc, c'est vraiment un animal qui vient de nos régions. Donc, mais cette année, on n'a pas fait, on n'a pas élevé de dinde parce qu'on a manqué de temps. C'était surtout Raymond, mon père, qui s'occupait en fait des animaux. Tout ça, ça a été pensé pour lui, mais il est décédé l'année dernière, donc on ne voulait pas se surcharger d'activités supplémentaires. Fait que c'est comme en évolution tranquille. Bref, on a un lieu d'hivernation, on a un lieu d'occupation 3 saisons, puis l'été, les animaux vont pouvoir circuler ici. Donc, c'est en développement. Juste comme ça, en passant, pour ceux qui aiment les choses un peu plus détaillées, vous savez qu'en permaculture, il y a un principe de conception, je vous dirais presque de base, celui que chaque élément doit avoir plusieurs fonctions, mais que chaque fonction doit être assumée par plusieurs éléments, ce qui nous amène en fait à un concept de synergie. Dans cette perspective-là, on a aménagé, voyez-vous en arrière, au fond, il y a la phragmite, qui est une plante fort commune le long des axes routiers, mais qui a comme principale qualité de pouvoir contribuer à l'épuration des eaux via son propre système racinaire, mais via aussi les colonies de micro-organismes qui vivent en symbiose avec elle. Mais j'ai observé que durant une certaine période de l'année, les mouches aussi aiment bien ça. Mais qui aime quoi? Parce qu'on dit souvent, hein, les déchets des uns, c'est les ressources d'un autre. Bref, les poules adorent les mouches. Alors, à une certaine période de l'année, on les laisse aller pour picosser. Et ultimement, finalement, une mouche, c'est une protéine. Donc, on va pouvoir justement ajouter une dimension, ce qu'on pourrait appeler de auto-régulation. Donc, un engendre en fait les besoins des autres. Dans un autre ordre d'idées, bien, toujours dans cette même perspective environnementale, une des caractéristiques, en fait, de nos infrastructures, c'est celle de pouvoir produire le plus possible des énergies qui contribuent, en fait, ou contribuent pas, en fait, à faire des gaz à effet de serre. Donc, oui, bien entendu, on n'est pas totalement coupé là, du monde extérieur. On utilise quand même du pétrole, mais on essaie de le diminuer le plus possible. Là, donc, la serre qu'il y a en arrière, la serre de propagation, c'est un concept, je vous dirais,
expérimental, encore une fois, d'un chauffage passif et actif avec le soleil. C'est-à-dire qu'on a une dalle chauffante qui est alimentée à partir d'un réservoir de 12 000 litres d'eau. Alors, un gros réservoir qu'on a tout fait isolé, qui devient comme une tank à eau chaude. Et pour pouvoir alimenter, en fait, ce système-là, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un système de production d'énergie solaire à base avec des tubes solaires thermiques. Alors, on est en train de construire une structure. Elle va être prête à peu près dans 2 semaines et ça va nous permettre de venir installer 480 tubes solaires pour pouvoir produire de l'eau chaude pour alimenter, en fait, la serre et le reste de nos infrastructures, là, le cas échéant. Alors, donc, puis je vous dirais que pour démystifier certains trucs, les 480 tubes que vous voyez proviennent effectivement, c'est bien écrit sur la caisse, de Chine. Alors là, je suis tout dans votre tête, faites comme, wesh, tu sais, c'est pas local. Ben non, c'est pas local. C'est le producteur, le premier producteur mondial de tubes solaires, c'est la Chine. Qu'est-ce que vous voulez? J'aurais bien aimé ça, les acheter local, mais c'est pas le cas. Alors, hein, voyez-vous, il faut relativer les choses. Le local, oui, mais pour certaines affaires, ben écoutez, il me coûte 10 fois moins cher que si je les avais achetés d'un revendeur, qui les a achetés d'un autre revendeur qui a passé par un système de distribution. Que voulez-vous? Hein? L'Internet, c'est ce que ça nous permet de faire. C'est bon? Ben oui. Je m'appelle Jean-François Lévesque, cofondateur des Jardins de l'Écoumène. On a pris possession du lieu en 1999 et puis on est venu s'établir à temps plein en 2006. Donc, notre principale activité, c'est la production de semences. C'est des variétés patrimoniales, puis ils sont certifiés bio. Moi, j'ai une formation en foresterie, en horticulture, et puis j'ai travaillé avec ma conjointe à la pépinière de la Ville de Montréal, à Terrebonne puis à l'Assomption pendant une quinzaine d'années. Et par la suite, bon, on avait le goût de partir de notre projet, donc on est venu s'installer ici avec notre famille. Lorsque j'ai terminé mes formations en horticulture, je trouvais comme plus ou moins intéressant de vendre des laitues pour différentes raisons, surtout pour la mise en marché. Puis lorsque je les laissais au champ, je voyais qu'ils finissaient par produire la semence et j'ai vite compris que mon intérêt était vraiment porté vers la production de semences. Ce qui est différent d'un point de vue botanique, dans la mesure où nous, on laisse les plantes suivre tout le cycle complet, donc jusqu'à la sénescence, c'est-à-dire jusqu'à leur mort, parce qu'ultimement, une plante aussi, son but, c'est de se reproduire, donc faire des semences. Alors, on a développé les compétences nécessaires et le savoir-faire pour justement aller chercher ces semences-là, pour pouvoir les extraire, pour pouvoir aussi les nettoyer et les rendre disponibles pour les jardiniers. L'autre chose qu'on peut ajouter, c'est que ce qui nous a grandement influencé puis inspiré, c'est la science de la permaculture. La permaculture, en fait, c'est une science du design avant tout. C'est une façon d'organiser, en fait, notre territoire, notre lieu de vie pour permettre de créer des productions alimentaires, des productions d'énergie. Mais je te dirais, ce qui caractérise ce design-là, c'est aussi la préservation des écosystèmes, donc le soin à la nature. Donc, on a toujours ce souci, en fait, de préserver les fonctions que la nature nous offre gratuitement. Au Jardin de l'Écoumène, on a aussi un volet pépinière. Donc, au printemps, les mois de mai et juin, le lieu est ouvert 6 jours par semaine et on offre aux jardiniers, en fait, les transplants. Donc, on parle de plants de tomates, poivrons, concombres, laitues. En fait, tout ce qui sert à créer, aménager et produire un jardin potager. Donc, on offre cette collection de végétaux. On a aussi des arbustes,
arbustes, des arbres fruitiers, pommiers, poiriers, pruniers. Dans les petits fruits, on a des trucs un peu plus communs, bleuets, framboises, les fraises aussi, mais on a aussi des plantes indigènes, des plantes, ce qu'on appelle des nouvelles variétés émergentes, comme l'aronia, l'argousier, les sureaux. Bref, on a plus de 400 variétés de plantes là, à offrir aux jardiniers, puis tout en production certifiée biologique. D'une saison à l'autre, c'est très différent. Si on part rapidement du printemps, on part les serres, on commence à faire la production. On a, aussitôt que le printemps arrive, bien, on ouvre les jardins, on met en terre, en fait, les semis, les transplants. Une partie de la saison estivale, comme en ce moment, bien, on entretient les jardins et on commence aussi à faire les récoltes des semences. Dans certains cas, ils sont déjà prêtes, mais ça va nous mener jusqu'à très tard à l'automne. Donc, des journées, bien, ça commence à 6 heures le matin, puis ça se termine habituellement après le souper. On vit dans notre entreprise, donc on est quotidiennement en train de faire des activités qui sont en lien. Puis, je vous dirais, c'est un mélange d'activités personnelles, mais d'activités professionnelles aussi, tout ça. Donc, c'est un choix qu'il faut faire, là. On est constamment, en fait, dans notre milieu de vie et notre milieu de travail. Lorsqu'on s'intéresse à la nature, on s'intéresse à l'écologie, parfois on trouve que l'économie, c'est quelque chose qui va contre la nature. Et puis, mais moi, je pense que fondamentalement, les deux doivent se rejoindre. Et puis, écoute, pour confirmer, en fait, ces idées-là, on parle de plus en plus, même ici au Québec, d'économie circulaire. Donc, une économie, en fait, qui est basée sur le recyclage. Et le modèle de la nature, c'est ce qu'il nous dit. C'est que dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée. En fait, tout se transforme. Alors, donc, d'être parvenu à avoir une base où la mission, les valeurs, en fait, correspondent à une vision écologiste, d'être parvenu à rendre économiquement viable un modèle comme celui-là, bien, je vous dirais que c'est comme une de mes grandes satisfactions et fiertés aussi. Une des caractéristiques des variétés qu'on cultive, c'est que ce sont des variétés patrimoniales. Donc, des fois, on a une petite histoire reliée aux variétés qu'on utilise, comme la tomate mémé de Beauce, le melon d'Oka, le melon de Montréal. Donc, des variétés qui ont été cultivées à une certaine époque. Donc, les jardiniers sont intéressés et dans certains cas, ça peut aussi pour des raisons politiques. Quand ils constatent que les multinationales comme Monsanto, Syngenta et Bayers et compagnie s'associent ensemble pour détenir un monopole sur les semences, bien, les gens qui sont conscients qu'ils peuvent aussi contribuer à faire changer les choses, bien, ils soutiennent des entreprises semblables à la nôtre. Nous, à la base, nos jardins, on les considère comme des écosystèmes. Alors donc, à l'intérieur d'un écosystème, on doit considérer une autre dimension, c'est celle de la biodiversité. Donc, nous, on cherche à créer des lieux de production qui sont très diversifiés en termes d'espèces, même au niveau génétique aussi. Donc, vous pouvez constater que dans nos jardins, on est loin des monocultures comme on peut rencontrer dans des fermes plus conventionnelles. Donc, l'interaction qui est créée à l'intérieur de ces écosystèmes-là en cultivant différentes plantes, crée en fait des conditions particulières où les insectes naturels, donc les prédateurs naturels, sont présents aussi dans nos jardins, ce qui vient en fait exercer un contrôle sur les ravageurs. Dans certains cas, il y a certains insectes nuisibles qui, là, eux, nécessitent une intervention, mais lorsqu'on intervient, on intervient toujours avec des produits d'origine naturelle. Comme exemple, la teigne du poireau, qui est un petit papillon, en fait, qui s'attaque aux aliacées, c'est-à-dire les ciboulettes, les oignons, les poireaux, l'ail. Donc, on parvient difficilement, juste en maintenant une forte biodiversité, à le contrôler. Donc, on utilise soit des guêpes parasites qui vont venir, en fait, s'attaquer aux œufs de ces papillons-là, ou bien on utilise une bactérie, un bacillus, qui, elle, va s'attaquer à la chenille. Donc, c'est des techniques qui sont approuvées
opté pour la culture biologique, étant donné que ce qu'on utilise, c'est des organismes vivants qui sont vraiment issus de la nature elle-même. Si je me fie un peu à ma démarche qui est celle d'une inspiration de la nature, c'est difficilement prévisible comment la nature va être dans quelques années. Les choses évoluent, les choses se transforment. Par moments, il peut y avoir des perturbations en fait dans le milieu naturel, mais ce qui fait la force de la nature, c'est sa résilience, cette capacité en fait à surmonter les épreuves. Moi, je pense qu'on suit exactement le même processus. Les jardins de l'écoumène vont s'ajuster, vont s'adapter et puis vont poursuivre en fait leur développement jusqu'à temps qu'il arrive un des événements quelconques qui fait qu'on devra inévitablement suivre les tendances ou répondre à certains phénomènes, agression ou changement de mentalité ou changement économique. C'est difficile à prévoir, mais si on se fie à la nature, bien, en diversifiant nos activités, bien, la nature nous démontre qu'elle parvient toujours à s'en sortir. Alors donc, je suis confiant aussi qu'en appuyant la structure de notre entreprise sur des bases comme celle-là, que d'ici 5, 10, 15, 20 ans, les Jardins de l'Écoumène trouveront un chemin pour poursuivre sa croissance, son développement, puis satisfaire les gens de pouvoir cultiver des semences bio patrimoniales. Ouais. Donc, c'est tout pour notre reportage sur les Jardins de l'Écoumène. On espère que vous avez apprécié cette visite des lieux puis ce tour d'horizon de ces superbes jardins permaculturels. Donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Demain l'agriculture.